Quand on pense bactéries, on imagine souvent un simple microbe, un germe. Mais et si on allait voir de plus près? Si on découvrait qu'à l'intérieur, c'est en fait une sorte de forteresse, un monde incroyablement complexe et super ingénieux. Alors, c'est ça la grande question. Pour y répondre, on va faire un truc. On va plonger ensemble au cœur de sa structure pour essayer de percer ses secrets, de comprendre son architecture. Première chose à savoir, la bactérie, c'est ce qu'on appelle un prokaryote. Bon, c'est un mot un peu technique, mais ça veut juste dire que son organisation est beaucoup plus simple que celle de nos cellules à nous. Par exemple, elle n'a pas de noyau bien défini pour protéger son ADN, ni de mini-organes internes comme les mitochondries, ces centrales énergétiques qu'on trouve dans les nôtres. Et là, le contraste est saisissant, vraiment. D'un côté, on a la cellule prokaryote, la bactérie. Son ADN y flotte librement. C'est un peu comme un studio, efficace, simple, tout en un. Et de l'autre, la cellule eucaryote, comme les nôtres, là, c'est une véritable métropole, super organisée. On a le noyau au centre, un peu comme la mairie qui protège les plants, l'ADN, et puis toute une foule d'usines spécialisées, les organites, qui bossent sans arrêt. Deux mondes, deux stratégies de vie complètement différentes. Alors, comment c'est fichu une bactérie? L'analogie avec une voiture, franchement, elle est parfaite. Il y a l'équipement de série, ce qui est essentiel pour qu'elle fonctionne, et puis il y a les options, ces fameux ajouts spéciaux qui peuvent faire toute la différence. Et cette distinction, on la voit très bien ici. D'un côté, les éléments constants. Ça, c'est le kit de base, l'indispensable pour survivre. Une paroi, une membrane, le cytoplasme, des ribosomes pour fabriquer les protéines, et bien sûr, le chromosome. De l'autre, les éléments facultatifs, et ça, c'est un peu les bonus. Une capsule pour se protéger, des flagelles pour bouger, ou même une spore pour une survie extrême. Allez, on commence notre exploration. On va faire ça de l'extérieur vers l'intérieur, en commençant par les enveloppes qui protègent la bactérie. C'est sa véritable armure. Alors, certaines bactéries, elles vont s'entourer d'une capsule, ce qui augmente leur virulence, c'est-à-dire leur capacité à nous rendre malades. C'est comme un bouclier de mucus, en quelque sorte, qui les rend beaucoup plus difficiles à éliminer pour notre système immunitaire. D'autres ont ce qu'on appelle un glycocalyx, une couche un peu collante qui leur permet de s'accrocher partout. L'exemple parfait, la plaque dentaire. C'est tout simplement des bactéries qui s'accrochent à nos dents grâce à cette structure. Mais l'élément le plus important, la véritable muraille de la forteresse, c'est la paroi. Elle est quasi obligatoire pour la plupart des bactéries. C'est elle qui donne à la bactérie sa forme et qui la protège des agressions extérieures. Et le point crucial, c'est que sans elle, la cellule, elle éclaterait tout simplement sous la pression interne. Et justement, cette paroi, elle est au cœur d'une découverte qui a complètement révolutionné la microbiologie. Une simple technique de coloration qui a révélé une division fondamentale, un schisme, dans le monde des bactéries. Pour ça, on fait un petit bond dans le temps. On est en 1884 et un médecin danois, Christian Gram, fait face à un problème. Il veut observer des bactéries, mais elles sont transparentes, quasi invisibles au microscope. Il lui faut absolument trouver un moyen de les colorer pour pouvoir les étudier. Alors, il met au point une procédure super astucieuse, en 4 étapes. D'abord, il plonge toutes les bactéries dans un colorant violet intense. Hop, tout le monde devient violet. Ensuite, il ajoute de l'iode pour bien fixer cette couleur. Et puis vient l'étape critique, un lavage à l'alcool. Et pour finir, il ajoute un contre-colorant rose pour voir ce qui a éventuellement été décoloré. Et là, surprise, le résultat est double, complètement différent. Il y a des bactéries qui restent violettes, comme si l'alcool ne leur avait rien fait. Celles-là, on va les appeler les grammes positifs. Et puis il y a les autres qui sont décolorées par l'alcool et qui du coup prennent la couleur rose du deuxième colorant. Elles, ce sont les grammes négatifs. Et là, c'est la question à 1 million. Mais pourquoi? Pourquoi cette différence de couleur si spectaculaire? Qu'est-ce qui, dans leur structure la plus fondamentale, peut bien expliquer une réaction aussi différente à une simple coloration? La réponse, elle tient en un seul mot, ou presque, le peptidoglycane. Il faut voir ça comme le principal matériau de construction de la paroi. C'est une sorte de cotte de maille moléculaire, à la fois souple et incroyablement résistante. C'est ça, l'armature de la cellule. Et quand on regarde la composition, la différence est juste énorme. La paroi des bactéries gram-positifs, c'est un mur super épais, composé de 40 à 95% de peptidoglycane. C'est colossal. Et en comparaison, les bactéries gram-négatifs n'en ont qu'une toute petite couche, autour de 20% seulement. Et voilà, on a le secret. Les bactéries à grammes positifs ont une paroi tellement épaisse en peptidoglycane qu'elle emprisonne le colorant violet. L'alcool peut bien essayer de le laver, il reste coincé. A l'inverse, les bactéries à grammes négatifs ont une couche si fine qu'elle est incapable de retenir ce violet.
Et ce n'est pas tout. En plus, elles ont une membrane externe supplémentaire, ce qui en fait des forteresses à double muraille, encore plus complexes à attaquer. Bon, la forteresse est solide, on a compris. Maintenant, entrons à l'intérieur pour voir comment cette cellule vit et fonctionne au quotidien. À l'intérieur, tout baigne dans le cytoplasme, une sorte de gel où se déroulent toutes les réactions. Il est littéralement rempli de millions de ribosomes, ces minuscules usines qui fabriquent les protéines vitales. Et bien sûr, au centre de tout ça, il y a le cerveau de l'opération, le nucléoïde. C'est un long chromosome d'ADN circulaire qui est super enroulé sur lui-même, incroyablement compacté pour pouvoir tenir dans un si petit espace. Et ce point-là, il est absolument crucial. Pourquoi ? Parce qu'il ouvre la voie à la médecine moderne. Des structures comme la paroi de peptidoglycane ou les ribosomes des bactéries, ce sont des choses qui n'existent pas dans nos propres cellules. Du coup, elles deviennent des cibles parfaites. Un antibiotique comme la pénicilline par exemple, son job, c'est d'agir comme un saboteur en empêchant la construction de cette paroi. La bactérie s'affaiblit et finit par éclater, tout ça sans que nos propres cellules ne soient touchées. C'est une attaque chirurgicale d'une précision redoutable. Allez, pour finir, revenons à nos fameuses options, parce que certaines bactéries possèdent des outils de survie qui sont franchement extraordinaires. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la spore. Alors attention, ce n'est pas une forme de reproduction, c'est une véritable capsule de survie. Quand les conditions deviennent invivables, plus de nourriture, trop sec, la bactérie se transforme en cette structure dormante et ultra résistante. Et quand on dit résistante, le mot est faible. Une spore, ça peut survivre à l'ébullition, à 100 degrés Celsius, aux radiations, à plein de produits chimiques. C'est d'ailleurs pour ça que la stérilisation du matériel médical, par exemple avec un autoclave, doit utiliser de la vapeur sous pression à plus de 120 degrés Celsius. C'est le seul moyen d'être certain de les détruire. On arrive au bout de cette exploration. Alors pourquoi est-ce si important de comprendre tout ça ? Eh bien parce que connaître l'architecture d'une bactérie, c'est connaître ses forces, bien sûr, mais c'est surtout connaître ses points faibles, ses talons d'Achille. Cette connaissance, elle nous permet de combattre les infections, mais aussi d'utiliser ces micro-organismes pour nous aider, dans l'industrie ou pour dépolluer notre environnement. Bref, ces architectes du minuscule qui façonnent notre monde de manière invisible n'ont pas fini de nous surprendre. La vraie question, c'est quelle sera leur prochaine leçon ?